Salut tout le monde. Aujourd'hui je veux partager avec vous une histoire incroyable qui va certainement toucher vos cœurs. Nous allons explorer l'expérience de mort imminente de Cassian Whitaker, qui non seulement a revisité des moments importants de sa vie, mais a également reçu une révélation surprenante sur le pape François et des événements qui pourraient changer l'avenir de l'humanité. Avant de commencer, j'aimerais savoir d'où vous nous suivez. Laissez dans les commentaires le nom de votre ville. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de laisser un like pour ne manquer aucune histoire comme celle-ci. Je m'appelle Cassian Whitaker. Je suis architecte, mari et quelqu'un qui a déjà affronté la mort, ou peut-être quelque chose au-delà. Mon histoire n'est pas quelque chose que l'on partage lors de rencontres sociales. Elle est personnelle, presque sacrée. Pourtant, je ressens le besoin de la partager avec ceux qui sont prêts à écouter. Tout a commencé à Charleston, en Caroline du Sud, ma ville natale. Charleston est un endroit où les rues pavées et les maisons historiques semblent raconter des histoires du passé. C'est ici que ma femme Eleanor et moi avons commencé notre vie ensemble. Elle avait ce genre de sourire qui vous faisait croire que la vie pouvait être meilleure. Après des années de travail et une vie apparemment tranquille, nous avons décidé de partir en vacances. Nous avions toujours rêvé de visiter Hawaï, et nous y sommes enfin parvenus. Ce furent des jours de pur enchantement, explorant des paysages paradisiaques et redécouvrant l'amour qui nous unissait. La dernière nuit, nous avons dîné au bord de la mer, trinquant à la vie et à tout ce que nous espérions encore construire ensemble. Cependant, le destin avait d'autres plans. Nous rentrions chez nous après un long vol, et j'ai insisté pour conduire, même si j'étais épuisé. Eleanor, toujours la voix de la raison, a suggéré « Cassian, arrêtons-nous dans un motel, tu es trop fatigué. » J'ai souri, essayant de la rassurer. « Ça va, chérie, encore 1 heure, et nous serons à la maison. » La pluie a commencé fine, presque agréable, mais s'est vite transformée en un déluge qui rendait la visibilité difficile. La route semblait se rétrécir, et chaque virage demandait plus d'attention. Eleanor me regardait à la dérobée, inquiète, mais elle ne voulait pas discuter. C'est alors que c'est arrivé. J'ajustais l'essuie-glace quand les phares d'une voiture sont apparus, éblouissants, dans ma direction. Un bruit assourdissant a envahi l'environnement, le son du métal se tordant, des vitres éclatant et, enfin, le silence. Quand j'ai ouvert les yeux, le monde semblait avoir ralenti. Il y avait une douleur sourde dans tout mon corps. Mais ce qui m'a vraiment terrifié, c'était de voir Eleanor inconsciente à côté de moi, son visage pâle et immobile. J'ai essayé de l'appeler, mais ma voix ne sortait pas. C'était comme si quelque chose me tirait hors de ce moment, hors de moi-même. Soudain, j'ai réalisé que je n'étais plus dans la voiture. Mon corps était là, coincé sur le siège, mais j'étais au-dessus, flottant. J'ai tout vu. La voiture écrasée, Eleanor immobile, les lumières des autres véhicules s'arrêtant autour de nous. C'était comme être dans un rêve vif. Mais je savais que c'était réel. La sensation d'être hors du corps était étrange, mais pas effrayante. Il y avait une légèreté, une paix qui contrastait avec le chaos en dessous de moi. Cependant, cette paix allait bientôt être interrompue par ce qui allait suivre. La première chose que j'ai ressentie en flottant au-dessus de la scène de l'accident était l'étrangeté de tout cela. Il n'y avait ni douleur, ni peur, ni confusion, juste un calme surréaliste. J'ai regardé en bas et j'ai vu mon corps coincé sur le siège du conducteur. Le visage tourné vers Eleanor. Elle était immobile, et le temps semblait suspendu. Des gens commençaient à s'attrouper autour de la voiture, essayant d'aider. Certains criaient des instructions, tandis que d'autres utilisaient leur téléphone pour appeler les secours. C'était comme assister à une pièce de théâtre, mais sans pouvoir interagir. « Est-ce que cela se passe vraiment ?» ai-je pensé. Avant que je puisse répondre à ma propre question, une voix douce, presque comme une pensée en moi, a répondu. « Oui, cela se passe. Je me suis instinctivement retourné mais il n'y avait personne. Personne. » La sensation d'observer tout sans être remarqué était étrangement réconfortante. Et en même temps, profondément déconcertante. J'ai commencé à essayer de me rappeler comment nous en étions arrivés là, au milieu de cette route. Les souvenirs venaient par éclairs. Le dîner sur la plage, le vol de retour, la fatigue, la pluie. Je savais que j'avais insisté pour conduire, et cela apportait une vague de culpabilité. J'ai regardé à nouveau Eleanor. Son visage pâle semblait encore plus serein que je ne souvenais. Mais son immobilité était un rappel brutal de la gravité de la situation. « S'il te plaît, elle doit aller bien », ai-je pensé. Cela ne peut pas se terminer ainsi. En l'observant, j'ai remarqué que quelque chose était en train de changer. Les gens autour de la voiture commençaient à s'éloigner, et le son des sirènes remplissait l'air. La scène semblait. Le texte suivant a été traduit en français tout en conservant le même contenu et la même longueur. S'éloigner davantage comme si j'étais tiré au loin. J'ai regardé mes mains, ou ce que je pensais être mes mains, et elles avaient une apparence translucide, presque comme si elles étaient faites de fumée. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, j'ai senti une force invisible me tirer vers le haut. Soudain, tout est devenu sombre,
Ce n'était pas une obscurité effrayante, mais plutôt une absence complète de tout, comme être enveloppé dans un manteau de silence absolu. J'ai commencé à me sentir flotter à nouveau, mais cette fois sans aucune référence de haut ou de bas. Il n'y avait ni son, ni lumière, ni quoi que ce soit autour de moi, sauf la sensation que j'étais observé. « Cassian », une voix douce a résonné autour de moi. « N'aie pas peur ». J'ai essayé de parler, mais les mots ne sortaient pas. Pourtant, il semblait que mes pensées étaient entendues. « Où suis-je? Que se passe-t-il? Tu es au début d'un voyage ?» répondit la voix. « Mais d'abord, tu dois revisiter tout ce qui t'a amené ici. » C'est alors que, comme si un interrupteur avait été actionné, un écran immense est apparu devant moi, affichant ce qui semblait être un film, et j'en étais le protagoniste. Chaque moment significatif de ma vie a commencé à défiler devant mes yeux, non seulement comme des souvenirs, mais comme si je revivais tout à nouveau. L'obscurité autour de moi semblait infinie, mais elle n'était pas terrifiante. C'était comme un espace neutre, un lieu de transition. Je me sentais flotter, sans poids, et, en même temps, une présence constante m'accompagnait, invisible, mais indéniablement là. Lorsque l'écran devant moi a commencé à projeter des scènes de ma vie, j'ai été envahi par un mélange de nostalgie, de honte et de tristesse. C'était comme si quelqu'un tenait un miroir reflétant mon essence la plus profonde. La première image était celle d'un garçon aux cheveux ébouriffés, courant pieds nus sur la pelouse de la maison de mes grands-parents à Charleston. C'était moi, à environ 8 ans, riant en essayant d'échapper à mon cousin dans un jeu de chat perché. La sensation de liberté et de bonheur enfantin m'a frappé comme une vague. Pendant un instant, j'ai oublié tout ce qui s'était passé. Mais à mesure que la scène continuait, quelque chose a changé. Ce n'était pas juste un souvenir. C'était comme être à nouveau là, ressentant tout avec une intensité écrasante. Bientôt, des moments plus complexes sont apparus. J'ai vu ma première rencontre avec Eleanor au lycée. Je me suis souvenu de la façon dont elle m'a souri dans le couloir, comme si le monde autour de nous avait disparu. Mais, avec la douceur de ce moment, est venue la mémoire d'une violente dispute que nous avons eue des années plus tard à l'université. Les mots durs que nous nous sommes dits ont résonné dans l'obscurité autour de moi, apportant une pointe de regret. Alors que les scènes continuaient à se dérouler, j'ai commencé à percevoir quelque chose d'extraordinaire. Je ne revivais pas seulement mes souvenirs. Je ressentais les émotions des personnes autour de moi. Quand Eleanor m'a souri dans ce couloir, j'ai senti sa timidité et la nervosité cachée derrière le sourire. Pendant notre dispute à l'université, j'ai ressenti sa douleur et sa frustration comme si elles étaient miennes. C'était un choc de réaliser l'impact que mes mots et mes actions avaient eu sur les autres. J'avais toujours su, rationnellement, que mes choix affectaient les gens, mais les vivre de cette manière était dévastateur. Soudain, l'écran a changé pour un moment que je préférais oublier. J'avais une vingtaine d'années, discutant avec mon père de ma décision d'abandonner le cursus d'ingénierie pour suivre l'architecture. Sa déception et sa colère étaient palpables. Mais ce qui m'a surpris, c'était de ressentir l'amour et l'inquiétude qui se cachaient derrière ces mots durs. J'ai réalisé que ma rébellion n'avait pas été seulement une affirmation de mon indépendance. Elle avait aussi causé de la douleur à quelqu'un qui ne voulait que le meilleur pour moi. « Pourquoi est-ce que je vois cela ?» ai-je pensé, et la réponse est venue immédiatement, comme si la présence autour de moi avait entendu mes pensées. Chaque choix que tu as fait, chaque mot que tu as dit, a créé un impact. Et il est maintenant temps de comprendre ce que cela signifie. D'autres moments sont apparus, bons et mauvais. J'ai vu des gestes simples de bonté, comme aider un collègue en difficulté, s'accumuler comme de petites étincelles de lumière. En revanche, des moments d'égoïsme et de colère étaient comme des ombres denses, me tirant vers le bas. C'était comme s'il y avait un système de points invisibles, où les actes d'amour et de compassion augmentaient ma lumière, tandis que les actions négatives me pesaient. Lorsque l'écran s'est finalement assombri, j'ai ressenti une vague de honte, mais aussi d'espoir. C'était comme si on m'avait donné une carte de mon âme, montrant où j'avais échoué, mais aussi où je pouvais m'améliorer. Quand l'écran a disparu, j'ai été à nouveau enveloppé par l'obscurité. Cette fois, cependant, il y avait quelque chose de différent. Au loin, une lumière brillante a commencé à se former. Ce n'était pas seulement de la lumière. Il faisait chaud, il y avait de l'amour et une sensation d'appartenance indescriptible. J'étais attiré par elle, comme un enfant qui court dans les bras de ses parents. Chaque partie de mon être désirait intensément cette lumière. À mesure que je m'approchais, une barrière invisible s'interposa entre moi et ce qui semblait être ma destination finale. Je me suis arrêté, confus, essayant de comprendre pourquoi je ne pouvais pas avancer. Chaque tentative de traverser était comme heurter un mur invisible, et la frustration grandissait en moi. Pourquoi ne puis-je pas entrer ? Pensais-je. Et la même voix qui m'avait accompagné auparavant répondit « Tu es retenu par les chaînes que tu as toi-même créées. » Je ne comprenais pas, mais à mesure que la présence devenait plus claire, quelque chose commençait à avoir du sens. Les blessures que je portais, les ressentiments que je nourrissais, et même les promesses rompues étaient comme des ancres qui me retenaient.
Ce n'était pas les autres qui m'empêchaient d'atteindre la lumière. J'étais moi-même l'obstacle. Pour aller de l'avant, tu dois libérer ce qui est gardé dans ton cœur, dit la voix. C'est alors que devant moi, commencèrent à apparaître des images de personnes que je n'avais pas vues depuis des années. Mon père fut le premier. Son expression était un mélange de fierté et de tristesse. J'ai revécu notre dernière conversation avant qu'il ne décède, où la fierté qu'il ressentait pour moi était enterrée sous une discussion futile sur l'argent. J'ai réalisé pour la première fois à quel point il croyait vraiment en moi, et combien la déception qu'il exprimait venait du désir de me voir heureux. Des larmes commencèrent à couler sur mon visage, ou sur ce que pouvait être cette version de moi qui flottait là. « Papa, je suis désolé », murmurai-je, même sans savoir s'il pouvait entendre. Immédiatement, je sentis quelque chose changer. C'était comme si un poids avait été enlevé, et une chaleur douce commençait à remplir l'espace autour de moi. D'autres personnes apparurent. Eleanor surgit brièvement, souriant comme elle le faisait les jours où j'arrivais à la faire rire aux éclats. J'ai vu un vieil ami de l'université avec qui j'avais rompu pour un malentendu stupide, et même un voisin avec qui j'avais eu une dispute. Chaque visage apportait un rappel de blessures non résolues ou de mots qui n'avaient jamais été dits. Le processus était lent et douloureux, mais à chaque demande de pardon, que ce soit pour eux ou pour moi-même, la barrière s'affaiblissait. À un moment donné, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de pardonner, mais aussi de recevoir le pardon. La lumière n'exigeait pas la perfection, mais acceptait ceux qui étaient prêts à reconnaître leurs erreurs et à chercher un meilleur chemin. Quand j'ai finalement libéré toutes les émotions qui me retenaient, la barrière s'est dissoute. La lumière brillait plus intensément, m'enveloppant d'une paix si profonde que j'ai pleuré de soulagement et de gratitude. C'était comme si j'étais purifié, comme si chaque partie de moi était restaurée. J'étais prêt à traverser. En traversant la barrière, j'ai été immédiatement enveloppé par la lumière. Mais ce qui est venu ensuite était bien plus que ce à quoi je m'attendais. Ce n'était pas seulement le pardon que je devais offrir, mais aussi le recevoir. La lumière brillait plus intensément, m'enveloppant d'une paix si profonde que j'ai pleuré de soulagement et de gratitude. Quand j'ai finalement libéré toutes les émotions qui me retenaient, la barrière s'est dissoute. La lumière brillait plus intensément, m'enveloppant d'une paix si profonde que j'ai pleuré de soulagement et de gratitude. C'était plus que de la simple lumière. C'était un lieu, un monde qui défiait toute description terrestre. Tout semblait vivant, vibrant d'énergie. Le sol semblait fait de quelque chose entre le cristal et l'herbe, brillant de couleurs qui n'existaient pas dans le monde que je connaissais. L'air avait un parfum doux, mais non oppressant, et semblait être composé d'amour pur. Devant moi, il y avait un immense champ, rempli de fleurs aux couleurs si vives que je ne pouvais m'empêcher de les regarder. Elles semblaient se mouvoir en synchronie avec une mélodie que je ne pouvais pas entendre, mais que je pouvais ressentir. Le ciel était d'un bleu profond, traversé par des rayons dorés qui ne venaient pas d'un soleil visible, mais de partout. Chaque détail de cet endroit criait perfection et paix. Alors que j'essayais d'absorber tout cela, j'entendis une voix douce et familière. « Bienvenue, Cassian. Bienvenue, Cassian. » C'était la même voix qui m'avait guidé jusqu'ici, mais maintenant elle venait d'une figure devant moi. C'était un ange, ou du moins c'est ainsi que je le percevais. Son nom, comme il se présenta bientôt, était Luciel. Il avait une présence sereine, et en même temps imposante. Sa forme était entourée d'une lumière qui semblait contenir toutes les couleurs, mais ne rendait pas aveugle. Ses yeux brillaient d'une chaleur indescriptible. « Où suis-je » demandai-je, ma voix sortant comme un murmure, même si je n'étais pas sûr de parler au sens conventionnel. « Tu es dans un reflet du paradis, » dit Luciel. « Un lieu d'apprentissage, de repos et de connexion. C'est ici que beaucoup trouvent des réponses à leurs questions les plus profondes. Nous marchions depuis un certain temps, sans ressentir de fatigue ni de hâte. Luciel soulignait des aspects qui semblaient simples, mais qui étaient profondément significatifs. Il montrait comment chaque élément de cet endroit était en parfaite harmonie avec les autres, comme s'il faisait partie d'une symphonie universelle. Ici, tout est amour, Cassian. Pas l'amour humain, mais l'essence pure et inconditionnelle de l'existence. À un moment donné, nous sommes arrivés à un petit ruisseau dont les eaux brillaient comme des diamants liquides. C'était si cristallin que je pouvais voir chaque petit caillou au fond. Assise au bord du ruisseau, il y avait quelqu'un qui fit battre mon cœur plus vite, Eleanor. Elle était plus belle que je ne l'avais jamais vue, non pas à cause de quelque chose de différent, mais parce qu'elle rayonnait de bonheur et de sérénité. Quand elle m'a vu, son sourire était si chaleureux que des larmes ont commencé à couler sur mon visage. J'ai couru vers elle et l'ai serrée dans mes bras, ressentant une chaleur qui semblait remplir chaque partie de moi. « Eleanor » murmurai-je, la voix tremblante. « Cassian, mon amour » murmurai-je, la voix tremblante. « Cassian, mon amour » Sa voix était aussi douce que dans mes souvenirs. « Je suis si heureuse de te voir. » Nous sommes restés là, enlacés, pendant un temps qui semblait infini, et en même temps un instant. Elle a commencé à me parler de la paix qu'elle ressentait en ce lieu, mais bientôt quelque chose dans son expression a changé.
Cassian, il y a quelque chose que je dois te dire. Tu ne peux pas rester ici. » Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Mon cœur s'est enfoncé alors qu'elle tenait fermement mes mains. « Tu as quelque chose d'important à accomplir. Ce n'est pas encore notre moment. » Luciel, qui était resté silencieux jusque-là, acquiesça. « Eleanor a raison. Ton but n'est pas encore accompli. » J'ai voulu argumenter, crier, demander qu'on me laisse rester. Mais il y avait quelque chose dans leurs mots qui semblait définitif. Je savais au fond de moi qu'ils avaient raison, mais l'idée de la quitter à nouveau était insupportable. « Un jour, Cassian, » dit Eleanor, souriant à travers ses larmes, « nous serons à nouveau ensemble. Mais maintenant, tu dois retourner et vivre. » Elle m'a embrassé une dernière fois, et à ce moment-là, j'ai ressenti toute la force de l'amour que nous partagions. Ce n'était pas un adieu, mais un au revoir. Alors que la lumière autour de moi commençait à briller plus intensément, j'ai su que mon temps ici touchait à sa fin. Alors que la lumière autour de moi s'intensifiait, et que je me préparais à retourner dans mon corps, Luciel interrompit mon moment d'adieu avec Eleanor. Son expression sereine devint plus sérieuse. Il posa une main lumineuse sur mon épaule, et tout autour de moi se transforma. Soudain, je n'étais plus dans ce paradis. J'ai été transporté dans ce qui semblait être une vision de l'avenir. Les couleurs vibrantes ont disparu, laissant place à des images chaotiques de notre monde. C'était comme si je flottais au-dessus de la terre, regardant des scènes de dévastation et de conflit. La première vision que j'ai eue était celle de dirigeants religieux et politiques, réunis dans une salle sombre, entourés de symboles que je ne comprenais pas. Leurs expressions étaient froides, calculatrices, et j'ai ressenti une vague d'inquiétude. Luciel parla, sa voix résonnant directement dans mon esprit. « Cassian, le monde entre dans une période de grands défis. Le pontificat de François marque le début d'une ère où de nombreuses vérités seront déformées et la foi sera utilisée comme une arme de contrôle. » Pendant qu'il parlait, j'ai vu des images de foules paniquées, des églises transformées en scènes de propagande et des gens désespérés cherchant des réponses. C'était comme si la spiritualité avait été prise par une force corrompue, manipulée pour servir des intérêts obscurs. « Est-ce l'œuvre de l'Antéchrist ?» demandai-je, ma voix pleine de peur et de confusion. Luciel fit une pause avant de répondre, pas directement, mais les fondations pour son ascension sont en train d'être posées. Les guerres, les catastrophes naturelles et la manipulation des masses font partie d'un plan plus vaste. J'ai été transporté dans un autre décor. J'ai vu de grandes catastrophes naturelles dévaster des villes entières, des ouragans engloutir des côtes, des tremblements de terre fendre la terre en deux et des incendies de forêt dévorer de vastes zones. À un autre moment, j'ai vu des gens dans des camps affamés entourés de gardes armés. C'était un portrait sombre d'un avenir qui semblait de plus en plus proche. Mais il y a de l'espoir, Cassian, continua Luciel, alors que la scène changeait à nouveau. Tout n'est pas perdu. Soudain, j'ai vu des groupes de personnes se rassembler. Ils n'étaient pas dirigés par des figures d'autorité, mais par un amour sincère et de la compassion les uns pour les autres. J'ai vu des communautés aider leurs membres à survivre, partageant des ressources et offrant du réconfort au milieu du chaos. C'était comme si, au milieu des ténèbres, de petites lumières commençaient à briller. « Ton rôle, Cassian, » dit Luciel, « est d'être l'une de ces lumières. Partage ce que tu as vu, même si peu y croient. Prépare-toi pour les défis, mais garde ta foi dans l'amour et la bonté humaine. » La vision finale fut la plus marquante. J'ai vu une date marquée dans le ciel, j'ai entrevu un instant où la grande tribulation atteindrait son apogée. Cependant, j'ai également perçu quelque chose de brillant au-delà de cela, une période de renouveau et de guérison, comme si l'humanité pouvait renaître de ses cendres. Quand la vision s'est dissipée, je me suis senti épuisé, comme si j'avais vécu des siècles en seulement quelques minutes. Luciel m'observait avec tendresse, mais aussi avec détermination. « Souviens-toi, Cassien, tout n'est pas écrit dans les étoiles. L'avenir est façonné par les choix que nous faisons aujourd'hui. » Je comprenais le poids de ces mots, et je savais qu'en revenant, je trouverais un monde que je ne verrais jamais de la même manière. Après la révélation que Luciel m'avait offerte, j'ai été ramené au champ tranquille, où Eleonora se trouvait. Elle était toujours assise au bord du ruisseau cristallin, son expression irradiant encore l'amour et la sérénité qui m'apportaient tant de réconfort. Cependant, il y avait maintenant quelque chose de différent. Un poids flottait dans l'air, comme si nous savions tous les deux que notre temps ensemble s'épuisait. Je me suis approché d'elle, m'agenouillant à ses côtés. Elle a pris mes mains avec douceur, et son toucher était chaleureux, plus réel que tout ce que j'avais jamais ressenti. « Cassien, mon amour, nous devons parler, » dit-elle, sa voix basse mais ferme. J'ai hoché la tête, incapable d'articuler un mot. Je voulais profiter de chaque seconde à ses côtés, comme si je pouvais éterniser ce moment. Elle a pris une profonde inspiration, comme si elle cherchait le courage de continuer. « Tu ne peux pas rester ici avec moi, » dit-elle finalement, et mon cœur s'est effondré. « Ce n'est pas notre temps. Il y a quelque chose que tu dois encore accomplir. »« Non, Eleonora, ai-je protesté, sentant un nœud dans ma gorge.
Je ne peux pas te quitter à nouveau. Nous méritons cela, nous méritons d'être ensemble. Elle a souri tristement, levant une de ses mains pour toucher mon visage. Je le souhaite aussi, Cassien, plus que tout. Mais tu as une mission. Plus que tout, mais tu as une mission. Il y a des gens là-bas qui ont besoin de toi. Tu as quelque chose d'important à accomplir. Ces mots étaient comme des poignards, déchirant mon âme. Je savais qu'elle avait raison, mais la douleur de la quitter à nouveau était presque insupportable. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi maintenant? Ai-je demandé, ma voix étranglée. Éléonora s'est penchée, posant son front contre le mien. Parce que l'amour que nous partageons ne se perd jamais, Cassien. Il est éternel. Et un jour, quand ta mission sera accomplie, nous serons à nouveau ensemble. Mais d'ici là, tu dois vivre. Tu dois être fort. Ces paroles étaient imprégnées d'une sagesse et d'un amour qui transcendaient tout ce que j'avais jamais connu. Au fond de moi, je savais qu'elle avait raison. Mais cela ne rendait pas l'acceptation plus facile. Luciel est apparu à nos côtés. Sa présence lumineuse irradiant compréhension et compassion. « Cassien, dit-il doucement, la connexion que tu as avec Éléonora ne sera pas rompue. Même à distance, elle sera avec toi. Elle sera ta force. Elle sera ta force. » Éléonora a serré mes mains plus fermement, regardant profondément dans mes yeux. « Promets-moi une chose, Cassien. Promets que tu vivras, que tu profiteras de chaque jour, même si c'est difficile, et que tu accompliras ce que tu dois faire. Je ne pouvais pas trouver ma voix. » Je ressentais simplement sa présence, sachant que tout mot que j'essaierais de dire serait insuffisant. Elle a souri à nouveau, un sourire plein de lumière et d'espoir, avant de se pencher pour m'embrasser une dernière fois. Le contact de ses lèvres était comme un souffle de vie, me remplissant d'une sensation de paix et de détermination. Puis, lentement, elle a commencé à s'éloigner. La lumière autour de moi s'est intensifiée, et j'ai su que j'étais en train d'être ramené. La dernière chose que j'ai vue, c'était Éléonora, me souriant, les larmes aux yeux, mais avec la certitude que nous nous retrouverions. « À bientôt, Cassien !» dit-elle, et sa voix a résonné dans mon cœur alors que je retournais au monde physique. La transition de retour dans mon corps a été abrupte, presque violente. La lumière qui m'entourait auparavant a été remplacée par une obscurité oppressante, suivie d'une douleur lancinante qui semblait atteindre chaque nerf de mon corps. J'ai ressenti une pression écrasante sur ma poitrine, comme si quelque chose me poussait vers le bas. Soudain, j'ai entendu des sons étouffés autour de moi, des voix, des machines, des pas rapides. Mon monde revenait, mais il apportait avec lui une douleur à la fois physique et émotionnelle. J'ai ouvert les yeux lentement, clignant contre la lumière vive de la chambre d'hôpital. Tout semblait flou au début, mais bientôt les détails ont commencé à se former. Les murs blancs, le bourdonnement constant des machines à mes côtés, et une infirmière ajustant les fils connectés à mon bras. Il se réveille. Quelqu'un a peut-être crié, la voix chargée de soulagement. J'ai essayé de parler, mais ma gorge était sèche, et la seule chose qui est sortie était un son rauque. Un masque à oxygène a été ajusté sur mon visage, et j'ai senti l'air froid entrant dans mes poumons. L'infirmière s'est penchée, me regardant avec un sourire encourageant. « Vous êtes en sécurité maintenant, M. Whittaker. Nous prenons soin de vous. Essayez de ne pas trop bouger. » Ces mots résonnaient comme un écho lointain. Mon esprit était ailleurs. Éléonore, tout est revenu comme une avalanche. L'accident, l'expérience hors du corps, le paradis, l'adieu. Mon cœur s'est emballé. Où était-elle? S'était-elle aussi réveillée? Je voulais demander, mais ma voix ne m'obéissait pas encore. Alors que j'essayais d'organiser mes pensées, un médecin est entré dans la chambre, accompagné d'un homme en uniforme, probablement un policier. Ils ont échangé quelques mots à voix basse avant de s'approcher du lit. Le médecin, un homme d'âge moyen avec une expression bienveillante, a posé la main sur mon bras. « Monsieur Whittaker, vous êtes un homme très chanceux », il a commencé. « Vous avez survécu à un accident très grave, il y avait de multiples fractures, mais nous avons réussi à vous stabiliser. Vous aurez besoin d'une longue période de récupération. » Je l'écoutais, mais ces mots passaient à travers moi comme le vent. Mon esprit était fixé sur Éléonore. J'ai rassemblé toutes les forces que j'avais pour murmurer un seul mot. « Éléonore !» Le médecin et le policier ont échangé un bref regard, et le silence qui a suivi a été plus assourdissant que n'importe quelle sirène. Le policier s'est approché, retirant son chapeau dans un geste de respect. « Monsieur Whittaker, » dit-il d'une voix grave mais compatissante, « je suis désolé de vous informer que votre épouse n'a pas survécu à l'accident. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. » Nous comprenions sur place, mais ces mots restaient lointains, comme si un voile avait été tiré entre moi et le monde. J'ai senti ma poitrine se serrer, et des larmes ont commencé à couler sur mon visage sans contrôle. C'était comme si mon âme avait été arrachée une fois de plus. Je savais qu'elle était partie. Éléonore me l'avait dit lors de l'adieu. Mais entendre les mots prononcés à haute voix rendait tout douloureusement réel. J'ai passé les jours suivants à l'hôpital,
alternant entre la douleur physique et un vide émotionnel écrasant. Les médecins et les infirmières faisaient de leur mieux pour me réconforter, mais c'était comme si j'étais piégé dans un limbe. Malgré cela, quelque chose en moi a commencé à changer. Je savais qu'Eleanor ne voudrait pas que je me livre à la tristesse. Ces derniers mots résonnaient dans mon esprit. « Promets-moi que tu vivras ». Alors que ma récupération physique progressait lentement, j'ai commencé à réaliser que mon expérience de mort imminente n'avait pas été seulement un événement extraordinaire. C'était un appel, un rappel que la vie était fragile et précieuse. Chaque respiration que je prenais était un cadeau, et chaque jour une nouvelle chance. Je me souvenais des visions que Luciel m'avait montrées, et de la mission qu'Eleanor m'avait confiée. Je devais trouver un but, quelque chose qui honorerait à la fois l'amour que nous partagions et les révélations que j'avais reçues. Ce ne serait pas facile, mais avec le temps, j'ai commencé à voir que le retour à mon corps n'était pas la fin de quelque chose. C'était le début. Pendant ma longue convalescence à l'hôpital, un détail curieux a commencé à émerger dans mon esprit. C'était comme si mon expérience de mort imminente avait réveillé de vieux souvenirs, un en particulier, auquel je n'avais pas pensé depuis des décennies. Un événement de mon enfance qui, je le réalisais maintenant, contenait une signification bien plus grande que je ne l'avais imaginé à l'époque. J'avais environ 10 ans et je passais les étés chez mes grands-parents, une propriété rurale entourée de collines verdoyantes et d'une rivière qui serpentait à travers la terre. La rivière était un lieu de jeu et d'aventure, mais elle portait aussi un certain respect. Les adultes nous mettaient toujours en garde contre son courant traître. Un après-midi, ensoleillé, mon cousin Caleb et moi avons décidé de défier les règles et de nager jusqu'à une petite île au milieu de la rivière. C'était un jeu, un test de courage. Je me souviens de rire en plongeant dans l'eau froide, mais la joie s'est rapidement transformée en panique lorsque j'ai réalisé que le courant était bien plus fort que nous ne l'avions imaginé. Caleb, qui avait moins d'expérience en natation, a commencé à crier à l'aide. J'ai nagé vers lui, essayant de le ramener vers la rive, mais le courant nous a emportés encore plus loin. Je me souviens de la peur absolue, de la sensation d'impuissance, alors que l'eau nous entraînait. Puis, quelque chose s'est produit, quelque chose que, jusqu'à ce moment à l'hôpital, je n'avais jamais su expliquer. J'ai senti une force invisible me tirer vers le haut. Ce n'était pas l'eau qui m'emportait, mais quelque chose qui semblait m'élever au-dessus d'elle. Pendant un bref instant, ma vision est devenue claire, comme si j'observais la scène de l'extérieur de mon corps. J'ai vu Caleb être emporté par un bras invisible vers un endroit sûr sur la rive. Et, ensuite, j'ai senti comme si moi-même j'étais ramené. Quand je me suis réveillé, j'étais allongé sur la bord du fleuve, trempé et tremblant, mais vivant. Caleb était à mes côtés. Tout aussi perplexe, il murmurait quelque chose à propos d'une défi lumineuse qui m'avait aidé. Nous évitions de discuter du sujet avec les adultes, craignant d'être réprimandés pour nous être aventurés dans le fleuve. Cependant, une chose est restée avec moi, une petite pierre verte que j'ai trouvée dans ma poche en rentrant à la maison. La pierre était particulière, avec un éclat terne qui semblait contenir de la lumière à l'intérieur et une texture douce que je n'avais jamais ressentie auparavant. À l'époque, je pensais que ce n'était qu'une coïncidence, mais maintenant, après mon expérience de mort imminente, je réalise que cette pierre avait une signification plus grande. Je me suis souvenu d'une figure dans ma vision, une fille faite de lumière, qui m'avait remis quelque chose avant de me renvoyer dans mon corps. C'était la même pierre. J'en suis venu à croire qu'elle n'était pas seulement un objet physique, mais un symbole de la protection divine qui avait toujours été avec moi. Chaque fois que je la regardais, je ressentais un rappel de la connexion que j'avais avec quelque chose de plus grand, quelque chose qui m'avait protégé depuis l'enfance. L'événement au fleuve, qui auparavant semblait être un souvenir lointain et inexplicable, prenait maintenant tout son sens. C'était la première fois que je ressentais la présence du divin de manière aussi directe, et la pierre verte est devenue un lien entre cette expérience et la mission que je devais accomplir maintenant. Les mois qui ont suivi ma sortie de l'hôpital ont été les plus transformateurs de ma vie. Revenir au monde physique après tout ce que j'avais vécu n'a pas été facile. La douleur de la perte d'Eleanor était un poids constant, mais quelque chose de plus profond grandissait en moi, un renouveau de but, une connexion avec quelque chose de plus grand que je n'avais jamais compris complètement auparavant. J'ai passé de longues nuits à réfléchir aux leçons que j'avais apprises pendant mon expérience de mort imminente. L'impact de chaque choix, chaque mot et chaque action semblait maintenant beaucoup plus significatif. Je me suis souvenu de la révision de vie qui m'avait été montrée, des émotions que j'avais ressenties comme si elles étaient les miennes, et du système de points qui semblait mesurer non pas le succès matériel, mais l'amour, la compassion et la bonté que nous partageons avec le monde. Tenir la pierre verte dans ma main m'apportait calme et clarté. C'était comme un portail qui me connectait à cette fille lumineuse, au paradis que j'avais visité, et d'une certaine manière à Eleanor.
J'ai décidé de la porter avec moi tous les jours, non pas comme un porte-bonheur, mais comme un rappel que ma vie avait un sens plus grand. Cependant, je ne voulais pas transformer mon expérience en quelque chose de public. Je n'ai pas écrit de livre, je n'ai pas donné de conférences, et je n'ai pas cherché la célébrité ou la reconnaissance. Mon rôle n'était pas de répandre des paroles grandioses, mais de vivre selon les principes que j'avais appris. Ma mission était plus simple, mais non moins importante. Être une lumière dans la vie des gens autour de moi, ma nouvelle perspective sur la vie a changé ma façon d'interagir avec le monde. Les petits gestes ont pris un sens plus grand. Je me souviens d'un jour, alors que je faisais des courses, d'avoir vu une jeune mère luttant pour calmer un enfant, pleurant en payant ses courses. Avant, j'aurais probablement détourné le regard, impatient. Mais à ce moment-là, j'ai ressenti le besoin d'agir. J'ai souri à l'enfant et offert mon aide à la mère qui, surprise, l'a accepté. La gratitude sur son visage était plus précieuse que n'importe quelle récompense matérielle. J'ai pensé aux personnes que j'avais vues dans mes visions, celles qui faisaient face aux défis de la grande tribulation. Elles n'étaient pas guidées par des leaders ou des figures publiques, mais par l'amour et la compassion mutuelle. Le changement, j'ai réalisé, commençait par des gestes simples comme celui-là. Chaque acte de bonté était une étincelle qui pouvait allumer quelque chose de plus grand. J'ai également commencé à prier et à méditer quotidiennement, me connectant au divin d'une manière que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Mes prières n'étaient pas des demandes, mais des remerciements. Je remerciais pour chaque jour qui m'était donné, pour chaque leçon que j'avais apprise, et pour chaque opportunité de faire la différence. Un jour, alors que je marchais dans les rues de Charleston, j'ai aperçu une jeune femme assise seule sur un banc de parc. Elle tenait un petit morceau de papier et pleurait en silence. Je me suis assis à côté d'elle et lui ai demandé si elle allait bien. Entre deux sanglots, elle m'a raconté qu'elle avait perdu son emploi et ne savait pas comment avancer. Je n'avais pas toutes les réponses, mais j'ai pris sa main et lui ai parlé de ce que j'avais appris, que même dans l'obscurité, il y a de la lumière. J'ai partagé un peu de mon histoire, sans détails grandioses, mais avec honnêteté. La jeune femme m'a regardé, a essuyé ses larmes et a souri timidement. « Merci », a-t-elle dit. J'avais besoin d'entendre ça, et à ce moment-là, j'ai réalisé que ma mission était en train de se réaliser, un petit geste à la fois. Eleanor m'avait demandé de vivre, et c'était exactement ce que je faisais. Je faisais, non seulement j'existais, mais je vivais avec un but, avec affection, et la conviction que chaque geste gentil, aussi simple qu'il puisse paraître, a le pouvoir de changer des vies. La pierre verte reste avec moi. Elle demeure dans ma poche, ou à côté de mon lit, servant de symbole constant de protection et de mémoire. Chaque fois que je la regarde, je ressens un lien avec le divin et avec Eleanor, sachant qu'à un moment donné, nos chemins se croiseront à nouveau.